donc voilà, aujourd'hui donc c'est le deuxième et dernier jour, je sais vous êtes triste. Mais bon, alors donc aujourd'hui c'est toujours Noémie. Et cette fois-ci, je suis avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée il y a une demi-heure, Océane. Et donc, on va vous parler des mythes. Et donc, aujourd'hui, ça va être deux mythes en particulier. Ça va être celui d'Oedipe. Ne vous inquiétez pas, ou soyez triste, je ne sais pas, ça ne sera pas au niveau de la psychanalyse, parce que je ne peux pas blairer la psychanalyse, voilà. Et donc, et avec Héphaïstos. Donc, on va commencer avec Oedipe. Donc, pour vous resituer, le but n'est pas de vous retaper toute l'histoire, c'est juste cette idée de, en fait, la destinée, dans le sens où on avait prévenu les parents d'Oedipe que, en gros, il allait coucher avec sa mère et tuer son père, et ils ont tout fait pour l'en empêcher, et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, en fait, là, ça va être cette idée principale, en fait, de, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une destinée? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un destin tout tracé, qu'il y a des choses, en fait, que même si on nous prévient ou qu'on nous prévienne pas, en fait, c'est inévitable, en fait. Et on peut se demander si Oedipe, on l'avait prévenu, enfant, ou on avait dit que si on avait posé les choses, est-ce que ça aurait changé la destinée? Donc voilà. Ou est-ce qu'il l'aurait fait consciemment? Ça, c'est pire. C'est clairement pire. Tu t'imagines le gosse, on lui dit ouais, tu vas coucher avec ta mère et tu tombes. Bah écoute. C'est parti, go. Genre, j'aime bien cette idée là. C'est un bon concept, j'aime bien mon avenir. C'est pas mal si on s'y mettait tout de suite. mais voilà, c'est. Je sais pas si ce que toi t'en penses par rapport à cette destinée. Est-ce qu'au final il y a un destin tout tracé? Est-ce que tu penses que tu as un destin tout tracé? Je pense qu'on ne peut pas échapper à certaines lois de l'univers d'une certaine manière, mais est-ce que pour autant toute notre vie est écrite à l'avance? Non, quand même pas, tu vois. Ok. Je pense que tu as quand même un peu de libre arbitre, et dans tous les cas, ton avenir, il est un peu genre changé selon les gens que tu rencontres, selon tous tes choix, tout ce qui peut t'arriver. Donc, en vrai, ce serait un peu triste de savoir que tout est écrit à l'avance. Je sais pas si c'est forcément triste, parce que après, on le sait. Après, forcément, si on le sait, oui, mais je pense que ça serait peut-être angoissant même. Parce que, imagine, enfin, si t'arrives que des trucs bons dans ta vie, c'est tranquille. Mais si, tu vois, il commence à t'arriver des trucs un peu pas terribles. Ouais, mais là, du coup, tu te dis que rien de ce qui t'arrive n'est dû à tes efforts ou à ce que t'as fait, parce que ça te serait arrivé quand même, et que du coup, tu mérites rien, t'as aucune action sur ce que tu fais, t'as pas de contrôle. T'es juste un peu un pantin de quelqu'un qui dirige ta vie, du coup c'est un peu, moi franchement ça me perturberait de ouf, je pense. Je trouve que moi c'est une question qui m'a toujours intéressée dans le sens où je trouve que c'est des trucs qui font un peu mindfuck, dans le sens où on se dit, parce que si on sait, la personne elle peut se dire, c'est en gros, en fait, à quel moment ce qu'on choisit de faire est notre choix, si tout est tracé. Parce que tu peux te dire que ce que je fais, c'est moi qui le décide, etc. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à, c'est quoi le film Truman Show? The Truman Show, là, justement. Le gars où tout le monde c'est des acteurs autour de lui. Mais il le sait pas au début, il vit sa vie. Et je me dis, même si c'est pas exactement la même idée, mais je me dis, en fait, dans quelle mesure, si tu sais que si là on te dit toute ta vie est tracée, tout ce que tu as vécu, c'était planifié. Tu dis, mais en fait, quelle est ma marge de manœuvre, en fait, dans tout ce que j'ai fait? Est-ce que se tirer une balle instantanément, ça équivaut à une prise de contrôle, ou au contraire, ça aurait été écrit aussi? Voilà, tu vois, ça c'est très perturbant. Ça c'est ignoble. C'est des trucs que j'aime beaucoup, tu vois, parce qu'au niveau de la réflexion, parce que tu ne sais pas en fait qui contrôle. Tu sais pas à quel moment, en fait, et justement, l'exemple que tu as donné, je trouve c'est parfaitement ça, parce que tu sais pas si c'est la personne qui a décidé de reprendre la direction de sa vie, ou si en fait ils étaient non, on savait que tu allais faire ça, tu vois. Donc, après, d'une certaine manière aussi, si ta vie te convient, il n'y a pas forcément de raison de remettre en cause tout le pourquoi du comment tu t'en es arrivé là. Mais si elle ne te convient pas, c'est aussi soit tu peux te dire que le destin prévoit que c'est censé s'améliorer, soit tu dis que toi, tu prends les choses en main. Mais dans tous les cas, tant que c'est pour tendre vers un objectif meilleur, tu peux que... il n'y a pas forcément de raison de se dire est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est du Tao. Après... je sais que dans... je sais plus si c'est au Japon, mais il y a une... je sais pas comment on dit, une trope, un élément qu'on retrouve des fois dans les médias, dans les mangas, etc. C'est le fil rouge du destin. Et je trouve que ça représente bien aussi le Oedipe, parce que ça peut utiliser...
en général, c'est utilisé pour les relations amoureuses, mais ça peut être utilisé de façon pour la vie. Et comme quoi, en fait, il y a une personne, en fait, les gens sont reliés à certaines choses, à certaines personnes, par un fil dès la naissance, en fait. Et qu'en gros, ils sont... en fait, forcément, ils vont se croiser parce qu'ils ont cette connexion. Et que même si la personne, par exemple, il y en a une, elle est au Japon et l'autre, elle est en Grèce, et bien, vu qu'ils ont ce fil, en fait, ils vont... Et ça peut être des membres de la famille, ça peut être des inconnus. Et je me dis, j'aimais bien cette idée par rapport à Oedipe parce qu'au final, même les gens qu'il a rencontrés, est-ce que c'était pas tout tracé, le moment où il l'idée que l'univers entier complote pour que tu rencontres... que ça arrive pas forcément, quoi. Voilà, un peu cette idée que les divinités ont dit non, mais ça voulait arriver. Genre, vous avez beau essayer. Parce que vraiment, en soi, parce que si on se penche sur Oedipe, en soi, ils ont vraiment fait en sorte que ça se réalise pas, dans le sens où ils l'ont carrément... c'était même plus... ils l'ont abandonné, quoi. Donc, quelle est la probabilité que tu arrives à te battre avec ton père jusqu'à le tuer, tu vois, alors que tu le connais même pas. Ouais, mais dans ce cas, si on était tous reliés à quelqu'un d'autre par un fil rouge, et que le monde entier s'acharnait à ce que les deux personnes se rencontrent et que ça arrivait forcément, il n'y aurait pas des gens qui meurent célibataires. Donc ça veut dire que ça marche quand même pas. Parce que les gens qui rencontrent leur âme sœur, la vérité de leur vie, c'est quand même pas hyper fréquent. Même si eux, ils peuvent dire « j'ai trouvé mon fil rouge », c'est quand même pas la majorité des gens, et en général, c'est quand même beaucoup plus compliqué et hasardeux que ça. Justement, je pense que ça serait que... C'est pour ça, j'aurais dû... maintenant forcément, j'ai pas pensé vu qu'on n'en a pas discuté avant, mais il y a une œuvre, un dessin que je trouvais très bien. En fait, c'est une personne qui a dessiné plein de gens, et en fait, on voit leur tracé derrière eux de leurs pas. Et en fait, il y a cette idée que quelle chance en fait qu'on ait pu se rencontrer, parce que même si les gens ils sont liés, en fait, il y a toujours cette multitude de possibilités qui fait que même si tu peux être relié à quelqu'un, la possibilité que tu le croises au bon moment. Dans ce cas, le destin. Donc voilà. Pas forcément, du coup. Ouais. Parce que si c'est une personne à qui tu es forcément lié, si c'était ton destin de la rencontrer, il n'y aurait pas de doute, il n'y aurait pas de probabilité infime de rencontre, du coup. Ouais. Tu serais à 100%, tu vas rencontrer ton âme sœur et tu vas vivre une vie magnifique avec. Ouais. Après, le destin, c'est pas forcément positif. Si c'est rencontrer ton âme sœur, mais en fait, tu vois, il y en a peut-être qui sont liés pour se détruire aussi. Il y en a peut-être qui sont liés aussi pour... ça me fait penser un peu cette idée de mauvais timing. Il y en a qui disent que c'était la bonne personne mais pas au bon moment. On s'est pas rencontrés quand il fallait. Ouais. Donc je sais pas là dans quelle mesure on pourrait faire jouer le destin. Puis il y a aussi une marge accidentelle de la vie à mon avis, dans laquelle le destin n'influe pas, parce que il y a plein de gens, par exemple des enfants, un enfant qui meurt, il rencontrera pas son âme sœur et du coup son âme sœur restera seule. Ouais. Et à ce moment-là, le destin il aura mal. Oui. Donc à ce moment-là, le dessin il marche pas. Après, il faut se demander aussi, parce que si on reprend, je pensais à deux choses là quand tu donnais des exemples. Si on reprend cette idée un peu de yin et yang, de négatif, positif, etc., c'est qu'en soi, il y a une balance universelle et que, en fait, il y en a, et c'est un peu triste à dire, il y en a, ils vont avoir le happy end, belle vie et tout. Et on se demande si est-ce que le destin, il fait pas en sorte que justement, il y en a, ils ont des vies de merde. C'est la moyenne. Voilà, il faut équilibrer. Il y en a, ils sont dans les extrêmes, il y en a, ils sont dans la normale. Et puis cette idée aussi d'actions qui peuvent un peu tout changer, ça m'a fait penser au film, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est L'effet papillon avec Ashton Kutcher dedans là. Je l'ai pas vu mais justement il y a différentes fins et en fait et à chaque fois en fait où il change dans le film un truc minime de sa vie, ça bouleverse tout le reste sans tout dévoiler, mais à un moment il y a une scène où il va changer juste un truc, il se retrouve après il est handicapé quoi. Tu te dis mais ça c'est un peu pareil dans les trucs de retour dans le passé, voyage vers le futur et tout le tralala. Le gars, il voyage dans le temps, il rencontre... Il y a un petit truc qui bouleverse, hop, ses parents se rencontrent pas. Et ça chamboule tout. C'est pareil dans Harry Potter et l'enfant maudit. Je ne valide pas. Mais bref, c'est notre débat. Quand ils essayent de retourner dans le temps pour sauver Cédric, etc., à ce moment-là, ça fout tout le reste en l'air. Et Voldemort, il gagne à un moment. C'est n'importe quoi. Pour un petit truc qui aurait pu être infime... ça change tout quoi. Ouais, mais c'est vrai, donc au final cette idée de destin, t'es là en mode... Pas forcément. Hein. Pas forcément, mais en même... Tu vois, en fait c'est ça que tu peux pas savoir l'emprise de la chose. Ouais. Parce que tu peux pas savoir dans quel
quelle amplitude en fait, parce qu'au final, rien que le fait que tu foires tout un truc en retournant dans le passé, peut-être c'est le destin, non, bah oui. je l'avais écrit. Hein. J'avais écrit à ce point-là. Alors X, machin, va tout foutre en l'air. Donc, Tome 713, alinéa 12, chapitre 4. Donc c'est ça qui est compliqué. Et tu vois, ce que j'aimais bien aussi avec l'idée de Deep, c'était... on fait en sorte que quelque chose ne se réalise pas, mais ça se réalise quand même. Et on en a parlé un petit peu avant, même si c'est vrai que je la connais pas, mais... Et en gros, moi j'avais un exemple, par exemple, c'était quand j'étais en droit, des fois voilà, j'avais des examens, enfin il fallait réviser mais de façon intense, etc. Et il y avait un examen en particulier, c'était du droit constitutionnel. Je redoutais d'avoir le syndrome de la page blanche, vraiment d'avoir un blanc comme ça. Et pourtant j'avais tout appris, j'ai passé des heures, même j'ai vraiment, dans une angoisse pas possible. Et au moment de l'examen, qu'est-ce qui s'est passé ? La page blanche, et j'ai pas pu répondre. Alors que pourtant, en plus, la question n'était même pas difficile. C'est juste que j'étais tellement dans une angoisse. Ça, à mon avis, c'est plus du coup psychologique. Bah oui, mais en fait, c'est pas le destin du coup. Ouais, je dis c'est pas juste toi qui t'es mis la mais... pression et qui a bloqué du coup un truc dans ta tête. Ouais, mais c'est dans le sens où que justement, en fait, quand t'essayes, des fois, tu veux essayer d'éviter quelque chose, et tu au fonces final, dedans. c'est toi qui te, tu vois, tu te tires une balle dans le pied tout seul. Enfin, tu vois, c'est toi qui vas créer ta propre réalité. Ouais. Il y a plein de gens, ça me fait penser à un truc, par exemple, au niveau des traumatismes. Il y a plein de gens qui, par exemple, jeunes, ont été traumatisés avec leurs parents, ou ils ont subi... bref. Et qui, par la suite, en grandissant, inconsciemment, ils recherchent ce qu'ils connaissent et ils se rapprochent de personnes qui ressemblent à leurs agresseurs, etc. Et ils refoncent en plein dans le même piège et bim, rebelote, quoi. Ouais. Et ça, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que justement, quand tu étudies tous les traumas, tous les événements, sans aller à fond dans le psychologique, pour pas vous perdre non plus, moi, je suis en mode putain, qu'est-ce qui se passe ? Mais je regarde, oh, attendez, non, j'aurais dû garder ma tablette avec moi. Salutations, jeune amatrice. Ah ok. Et hop, ça banane. Bah écoute. Envoie-moi un message privé, on pourra en discuter, mais là... Ah voilà, donc enfin bref, je vais regarder les commentaires de temps en temps, mais je suis en train de dire quoi ? Alors on a décroché. Hein. Ah oui, bah bon, en attendant, merci de ta question, ça va très bien maintenant, ça va super. Donc oui, voilà, je parlais des traumas, tu t'avais lancé sur les traumas, et qu'en fait justement, il y a plein d'études qui montrent que plein d'expériences en fait que tu vis en tant qu'enfant, et ben en fait ça te, Matrix. Ouais, enfin, tu sais, ça te malaxe, on va dire, un peu dans l'adulte que tu vas devenir. En fait, c'est pour ça qu'il y a souvent il y a des œuvres, des photographies qui sont très intéressantes, qui montrent, je sais pas s'il y avait une campagne publicitaire comme ça, je sais pas si tu l'as vu ou d'autres l'ont vu. En gros, ils montraient par exemple un enfant à une table, et ça tourne autour, et en gros, l'enfant qui va se faire frapper, et en fait, ça tourne, il devient l'adulte qui frappe l'enfant, en fait. Et ils montraient des cycles comme ça, qu'en gros, qu'il y a des choses, en fait, quand on a été exposé à ça, si on fait... Et c'est pas pour dire, voilà, c'est pas inévitable, c'est pas un truc... C'est une tendance, ouais. Voilà, mais c'est quelque chose qui est possible parce qu'en fait, on apprend en fait. C'est un processus normal du cerveau de reproduire ce qu'il connaît. Voilà, quand on connaît, par exemple, j'avais dû faire un exposé sur l'usage de substances chez les adolescents, etc. Et en fait, il y en a, c'était pas parce qu'ils avaient forcément envie d'utiliser de la drogue, etc. Mais en fait, c'est que vu qu'ils ont vu que tout leur entourage, c'était comme ça qu'ils régulaient leurs émotions, ils se sont dit, ah bah, c'est comme ça que je vais réguler mes émotions. Si je suis triste, si enfin ils voient que ses parents, à chaque fois qu'ils sont tristes, ils boivent une bouteille de vodka, ça marche bien apparemment. Voilà, bon après ils dorment. Donc voilà, enfin, il y a des choses comme ça, enfin. Et donc on se dit, bon, comment en fait on sort d'un schéma qui est... Parce qu'il peut y avoir un schéma qui est tout tracé. Ouais. Et c'est triste, mais c'est pas pour dire que forcément c'est la destinée, que si l'enfant est battu, machin, etc., il a vécu ça, forcément ça va donner ça. Non, mais que il y a plus de possibilités qu'il y ait une certaine tendance qui s'inscrive en fait. Puis des fois, par exemple, si l'enfant, ça arrive que si c'est pour des jeunes,
la figure parentale a trop d'importance et trop de valeur. Et du coup, tu ne remets pas en cause ce que tes parents ont fait. Surtout si tu n'as pas parlé avec d'autres gens qui t'ont dit c'est pas bien, s'il y a un problème dans ta famille, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah, pour eux, c'est la norme et ils remettent même pas en cause le fonctionnement. Ils disent moi, j'ai été éduquée comme ça, je suis content de ce que je suis actuellement, il n'y a pas de souci. Donc, ça fera pareil sur mes gosses et ils deviendront quelqu'un de bien et comme moi et sans voir après les problèmes que ça engendre, quoi. Ouais. Et puis justement en parlant de ça, parce que je crois qu'ils ont eu, je sais plus s'ils ont eu des enfants avec Oedipe. Je sais plus si avec sa mère ils ont eu un enfant. Je crois qu'ils ont eu des enfants, non? Je sais plus du tout. Donc s'il y a des gens dans le chat qui savent si parce que là ça pourrait être intéressant de savoir comment ce traumatisme familial ça serait bizarre, ça serait vraiment bizarre de reproduire quelque chose comme ça, mais des fois, dans certaines œuvres, j'ai déjà vu des œuvres, enfin des films, etc. Là, j'ai pas les noms, mais où justement des gens reproduisaient des actes un peu horribles parce qu'en fait, c'était en fait un traumatisme familial en fait, qui se reproduisait, sans cesse. Donc voilà, ça fait qu'au final, on sait toujours pas trop par rapport au destin si. Parce que là, peut-être c'est le destin. On risque pas de savoir. On risque pas de savoir, tu vois. Enfin, mais bon. En une demi-heure, là. Une illumination va arriver en mode voilà. Une réponse divine. Une réponse divine va s'inscrire sur les murs. Enfin, je sais pas si on va. En lettres de feu, là. Ouais, je sais pas si on va trop kiffer, là. je sais pas comment je vais réagir, mais bon, Mais bon. Et justement, j'avais, par rapport à cette idée de destin, etc., où on crée sa propre réalité. Juste avant de montrer quelques œuvres d'un artiste que j'aime beaucoup, je sais pas si certains ont vu, moi forcément j'ai des petits frères et sœurs, donc j'ai vu Encanto. Et il y a une chanson, justement, c'est Ne parlons pas de Bruno, qui passe beaucoup. Et en fait, dedans, il y a un personnage, en fait, elle peut contrôler le temps avec ses émotions. Et en fait, Bruno, donc, qui peut voir l'avenir, donc va lui faire une remarque comme quoi il peut y avoir un orage, enfin un truc, enfin il lui fait une petite remarque. Et donc forcément, et elle lui en veut parce qu'en fait, le jour de son mariage, il y a eu un énorme orage. Sauf que en soi, on se questionne parce que vu que c'est elle qui contrôle le temps, elle aurait clairement pu mettre fin à la tempête. Après, si c'est avec ses émotions, ça n'a jamais été simple de contrôler ses émotions. Oui, après, dans le film, on voit elle est justement très... forcément, si elle a des émotions, si elle peut contrôler le temps. Mais en soi, enfin... Elle aurait dû prendre des somnifères le jour-là. Somnifères le jour de ton mariage. Complètement KO à l'hôtel. Mais voilà, il y a cette idée. Et justement, pour illustrer un peu cette idée qu'on a notre propre réalité, je trouvais intéressant qu'on se penche 2 secondes, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, des œuvres de Marcus Rett, donc un artiste que j'aime beaucoup, et ce que je trouve très intéressant avec lui, c'est que donc, à chaque fois que ce que vous allez voir, ce sont une seule et unique œuvre. En général, à chaque fois, c'est une seule et unique œuvre, mais qu'en fait, en fonction de la perspective, en fonction de l'angle de vue, si vous tournez autour, si vous allez à un certain point dans la nature, par exemple, il y en a une, elle est dehors, etc. Et bien en fait, vous allez voir une certaine réalité. Et donc, vous pouvez totalement passer à côté de ses œuvres et ne pas voir l'entièreté en fait de son œuvre. Et ce qui est très intéressant, là, c'est juste pour parler de lui 2 secondes, ce qui est très intéressant et ce que je trouve remarquable, c'est qu'il faisait tout en essai et erreur. Il n'utilisait pas de logiciel, etc. pour travailler. Il faisait tout, en fait, il faisait un truc. Il testait, non ça marche pas, et donc il y a une œuvre en particulier, donc là par exemple celle que vous voyez, donc justement c'est, je crois qu'il y a je sais pas si je vous l'ai envoyé la deuxième photo où on voit juste des piquets, et non je vais pas envoyer, ah mince, en fait celle-là, donc celle que vous voyez là, en gros c'est le point de vue qu'on obtient quand on se met juste à un certain endroit dans le parc, mais si vous êtes à côté, vous allez juste voir des piliers en fait. C'est de l'anamorphose. Voilà, c'est ça. Et ça c'est très intéressant. Et il fait vraiment ça juste en mode il teste, en mode hop, il place les trucs, etc. Et puis il va voir. Et puis à chaque fois, donc moi j'aimais bien ce processus dans vraiment en mode on teste les choses. Et je trouvais qu'avec lui, c'est vraiment cette idée en fait qu'il y a une on crée on est dans une réalité en fait on voit ce qu'on veut bien voir à un certain moment, parce que si tu marches là comme les gens ils marchent sur l'image, je ne me rends pas compte du tout. Tu vas dire bon, pourquoi il y a de la pierre là, enfin voilà. Oui. Donc voilà, après je sais pas, vous pouvez mettre les autres, vous pouvez les passer pas 2 secondes, mais que les gens ils voient qui voient, mais voilà, à chaque fois c'est l'idée en fait, et je trouvais que c'était pour illustrer, et d'ailleurs il y a des reportages avec lui
qui sont très intéressants. Et vous le voyez faire tout ce processus donc voilà, là par exemple le moi qui devient nous, etc. Et c'est juste voilà, des jeux de réflexion, juste avec les matériaux. Et que voilà, si ça vous intéresse d'approfondir un peu cet artiste, et qui aimait aussi beaucoup prendre des éléments de la nature et pour créer en fait une illusion. Donc, puis là pour le coup, vraiment les trucs, le no qui se transforme en yes, etc. Ça c'est genre des trucs qui, dans une chose, on peut trouver son inverse. Vraiment voilà. les trucs complémentaires, le yin, le yang. Ouais. Donc ça fait penser au film, je crois que c'est Le Grand Bain. C'est un film, c'est un film humoristique qui parle de natation synchronisée d'un groupe d'hommes qui viennent complètement. Et c'est au début, il parle du principe que on ne peut jamais faire rentrer un carré dans un cercle et un cercle dans un carré dans les formes, ça marche pas. Et à la fin, ils arrivent à la conclusion que si, en fait, en progressant, etc. Avec, il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer, etc. Et ça, je trouvais vachement cool ce film. Ouais. Bah après, ça, je pense, si avant de passer Héphaïstos, je trouve que ça donne bien cette idée que même si on ne sait pas par rapport à cet destin, il y a toujours ces possibilités en fait. Il y a toujours, en fait, je sais pas. Au final, on va se laisser croire qu'on a le choix, et qu'on a des perspectives différentes. Et que... Sinon, on tombe dans la flemmardise aussi. Ouais. Mais est-ce que c'est faut se dire qu'on a le contrôle. Ouais. On se donne à fond pour faire le meilleur. Ouais. Sans se dire qu'il nous est acquis et que... c'est sûr, parce que si tu te dis que... Enfin voilà, on peut rediscuter là-dessus, mais voilà, vous avez vu un peu les œuvres de Marcus Red, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Et il y en avait une, je regardais pas quand ça défilait, mais il y en avait une, en fait, vous voyez une silhouette de femme, et en fait, celle-là elle est très intéressante parce qu'en gros, donc c'est vraiment, si vous cherchez le processus, tous les copeaux, en fait, les deux colonnes sont des piles de bois, en fait, il a taillé un à un pour que ça fasse l'illusion. Et donc, ça fait que, vous voyez, dans son atelier, il avait 3 tonnes de trucs de bois parce que justement, à chaque fois, il taillait, il mettait, ah non, ça va pas, hop, et il recommençait, il faisait vraiment à l'œil, quoi. Donc voilà, c'était vraiment... non, c'était pas celle-là. C'était... il n'y en a pas d'autres, comment ça, je les ai envoyés ? Scandale. Non mais franchement, là, je suis choquée. Je ne sais plus ce que je fais. C'est les joies du direct. En gros, je sais même plus le titre. Vous verrez, de toute façon, c'est une œuvre qui bouge. En gros, c'est 2 colonnes de bois qui bougent. Et en fait, au milieu, ça fait la silhouette d'une femme qui se déhanche comme ça. Donc voilà. Et donc ça, c'est un travail qu'il a fait vraiment à l'œil, un par un. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous irez chercher Marcus. Et on n'a toujours pas de commentaires. Franchement, il aurait pu revenir au moins. T'aurais pu participer. T'aurais pu nous dire un truc. Écoute, et si je te dis oui, est-ce que tu réagis dans le chat ? Tu vois ? Participer. Tu vois, t'as peut-être d'autres propositions à faire. Peut-être d'autres réflexions. Peut-être que Oedipe, c'est peut-être Oedipe qui lui a lancé là-dessus. Tu sais, je sais pas, le fait de coucher avec sa mère, il s'est dit oulala. Moi, j'ai des idées en tête. Peut-être qu'il a une histoire aussi. Après, on sait pas. Hein. Non, mais j'espère qu'il n'a pas été viré. Hein. J'espère qu'il nous regarde encore. Non, il ne nous regarde plus. Il est viré. Oh, mais non. Mais alors, Tone 4900. En plus, son pseudo, il est de la même couleur que mon pull. Si c'était pas un signe, ça. Si c'était pas un signe... La complémentarité. Non mais vraiment, ce signe, il était fait pour moi, c'est le destin, ça. Peut-être que c'est quelque chose... Vous savez c'est quoi, lui, ton âme sœur. Je vais faire des recherches dès que je rentre. Là, hop, avant ma petite présentation avec ma prof. Alors, comment pratiquer... Enfin bref, on va passer sur Héphaïstos, parce que... Ça dérive, là. Parce que là, ça dérive un petit peu, là. Donc voilà, en fait, pour Héphaïstos... l'idée, là, juste pour pouvoir parler un peu de l'impact encore actuellement, c'est de... Moi, je me suis arrêtée sur l'idée de... En fait, il était tellement moche que sa mère, elle l'a balancé. Donc voilà, elle le trouvait tellement laid, en fait, qu'elle l'a balancé de l'Olympe, etc. Et donc, moi, je trouvais cette idée très intéressante parce qu'il y a toujours cette idée de discrimination. Et en fait, quand on a, au niveau physique,
une apparence qui est différente, etc., et ben en fait ça conduit au rejet. Et ça c'est une idée qui est malheureusement qui est restée universelle et qui reste d'actualité en fait encore dans nos sociétés. Donc voilà, je sais pas si toi ça te fait penser à... Actuellement, là ça m'a fait penser à un autre truc. Ah ok. C'est pas par rapport à la beauté, mais par rapport au sexe de l'enfant. Ouais. En Chine, quand il y avait l'histoire qu'ils avaient droit à un seul enfant, et où du coup, si c'était une fille, et bah, ils voulaient un descendant mâle pour leur famille, et du coup, bah, ils se débarrassaient de la fille. Ouais. Et ouais, c'est vrai en fait. C'est un peu le même. C'est intéressant cette idée du fait que là, si on reprend avec la parentalité, on a une attente par rapport à l'enfant. L'enfant ne comble pas cette attente, donc je le rejette. Et voilà, et ça, de toute façon, ça peut se retrouver en fait avec plein d'autres. Par exemple, si on prend par exemple l'homosexualité, la transidentité, etc. Ouais, ça vient plus tard, ça. Bah oui, mais... T'as jamais un gosse de 2 ans qui va te dire « Hey !» Ouais, ils le disent pas, mais en fait, ça, c'est déjà arrivé, et ça peut prendre des extrêmes. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a un gars qui a abandonné son chien parce qu'il a dit qu'il voulait pas d'un chien gay. Et donc voilà, mais en gros, il y en a, ils vont... Et on avait étudié, et il y a des reportages, des fois, qui se font de... Quand un enfant, par exemple, montre, on ne sait pas par rapport à la sexualité, mais montre en gros qu'il serait plus efféminé, etc. Et bien rien que ça, déjà, le parent il est en mode oh là là. Ça dépend après du type de famille aussi. Voilà, et c'est beaucoup mieux d'autres. Ça dépend. Mais justement, ça c'est en fait il y a toujours cette idée d'un peu de j'attends quelque chose de mon enfant et il répond pas à cette attente et je te jarte, tu vois. Donc parce que je sais que moi j'ai eu un ami, quand ses parents, et en plus quand ça s'est su à son parent ont su qu'il était gay, ils l'ont chassé à coups de fusil. Donc un peu beaucoup quand même. Oui, il y a différents, mais voilà, il y a cette idée de tu corresponds pas à ce que je voulais que tu sois, et donc. Après, c'est clair qu'à l'Olympe, ils ont quand même des critères de beauté. Oui, mais ils sont, même. C'est des gros connards, mais. C'est des connards tout le long. Ils sont dans l'inceste, etc. tout le long. C'est clair. C'est très bizarre. Hein, mais par rapport à la version fantasmée, c'est sûr que si avoir un gosse moche, c'est pas. C'est hyper vendeur, quoi. Surtout pour la reine des dieux. Ouais, bah oui. Un peu en mode. Ouais, mais. On peut pas le cacher, celui-là. Mais après, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, en même temps, c'est dégueulasse, mais aussi, elle a réussi à faire la part des choses par la suite, en reconnaissant son talent. Après, est-ce que de notre côté, c'est pas aussi qu'elle s'est juste servie de lui parce qu'elle voulait avoir tout l'ampleur de tout ce qu'il crée. Ouais, bah oui. Et. Ouais, parce que quand elle a appris que son gosse faisait des trucs magnifiques, et elle a fait hey, reviens, vas-y. Après, il y a plusieurs versions de la partie-là. De toute façon, dans les mythes, il y a beaucoup de versions, des fois, de certains événements. Mais en plus, je trouve ça très intéressant qu'on soit parti sur la parentalité, parce que je n'y avais pas pensé. Et moi, j'avais, pour cette idée de rejet de la société, en fait, je trouvais que ça me faisait penser en fait, à ce mouvement qu'on voit émerger, donc avec tout ce qui est body positive, etc. Mais même si, donc voilà, donc là, normalement, il y a des photos. Pensez à tout le monde. J'ai essayé, c'est dur de trouver, mais voilà, de trouver tous les cas de figure. Mais où en gros, on essaye de faire valoir cette diversité, le fait qu'on est tous différents. Là, c'est pas, clairement, je dis pas moche, hein. C'est plus dans l'aspect diversité, hein, et que justement, on soit Héphaïstos est différent des dieux. Et donc justement, cette diversité qu'on essaie de reprendre et de faire valoir, même si enfin dans la réalité ça reste encore tout autre, quoi. C'est pas. Puis même, le mouvement body positive, il peut aussi inciter des gens qui ont certains complexes à culpabiliser de leurs complexes en voyant que d'autres les assument et encouragent les autres à s'assumer. Mais ça peut aussi dire t'es nul, on t'a dit que c'était normal, que c'était acquis, maintenant arrête de complexer, c'est comme ça, et puis alors que tu peux quand même avoir du mal avec ton corps et c'est ok, quoi. Je sais qu'il y en a qui ont fait des critiques qui disaient que parce que après on a toujours les extrêmes. De toute façon, dès qu'il y a un mouvement, même quand c'est bienveillant, il y a toujours des extrêmes, et que je sais qu'il y en a, ils ont critiqué dans le sens où, parce qu'il y en a qui disent moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas ok avec ça de mon corps, etc. Et je veux le changer. Ils sont là, oui, mais tu t'acceptes pas, etc. Et ça, en fait, la personne, elle a aussi avoir le droit
de rester, ce de que dire tu veux avec ton corps. Hein. Voilà, de faire ce qu'on veut avec son corps. Puis, le mouvement body positive, c'est aussi d'accepter son corps tel qu'il est et tel qu'on a envie qu'il soit. Et si pour changer, si ça nécessite une opération ou quoi, et que tu es bien avec ton corps après, je vois pas qui est-ce que ça regarde, qui ira dire non, il faut que tu l'acceptes au naturel. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'influenceurs en mode top modèle qui disent ouais, body positive et tout. T'es pas concerné. Tu es dans la norme. Tu n'as pas à t'approprier ce mouvement qui est... Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et justement, et puis même, ils font des campagnes, ils font des campagnes body positive, etc. Et pourtant, certaines, justement, industries. Et puis, en fait, lorsqu'on étudie les chiffres, et même lorsqu'on voit certains reportages, il y en a que certains qui ne correspondent pas à leurs critères physiques, et ils sont pas recrutés. Il y a plein de trucs qui montrent que... C'est complètement paradoxal. Voilà, qui montrent que oui, dans l'intention, on est là, wouhou, peace and love, yes, on aime tout le monde. Et puis en fait, après, au niveau de la société, au niveau de vraiment... les actions et même des mentalités, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être voir ça, mais ils vont continuer à... Puis la pub, c'est aussi du show. Ils veulent vraiment des extrêmes, ils veulent des trucs qui marquent vraiment, qui donnent envie de regarder, de cliquer. À quel moment tu prends le corps des autres et certaines choses qui peuvent être des complexes aussi, pas forcément chez les mannequins du coup qui posent, parce qu'ils ont l'air d'être quand même assez à l'aise avec leur corps, encore qu'on n'en sait rien. Mais à quel moment tu prends ça pour faire de la thune là-dessus Il y a quand même des trucs qui ne sont pas hyper acquis encore dans la société. Et si on... Parce que là, je pense qu'on pourrait débattre là-dessus pour beaucoup de choses, mais il y avait parce que justement, tu as mentionné tout à l'heure le fait de son travail qui fait des très belles choses, etc. Et que justement, il y en a, qui ont théorisé le fait que, en gros, il aurait eu cette apparence physique du fait de son travail manuel. Que c'est un travail très physique et qu'il est tout le temps en train de... près du feu, etc. Et donc, en fait, il aurait eu... Parce que il y en a, ils disent, il boitait, etc. Machin. Et donc, ça serait des... Après, il boitait, c'est pas à cause de ça. Ouais, mais justement, il y en a, ils ont interprété ça que... parce qu'il y en a, ils disent c'est la chute, etc. Machin. Et il y en a d'autres, ils disent que ça s'est accentué, en fait, qu'il avait peut-être un état et que ça s'est accentué du fait de son travail. Et donc, il y en a, ils ont théorisé là-dessus. Et je trouvais ça intéressant dans le sens où ça me faisait un rappel par rapport à justement des métiers ou des situations, que ce soit dans le passé ou actuel, où les gens, en fait, sont déformés, sont... usés. Usés, ou subissent des handicaps, en fait, sont handicapés à cause de leur métier. Et donc, forcément, là, ce qui marque beaucoup dans le passé, c'était les gueules cassées. Donc là, vous avez quelques photos pour vous... Mais bon, je suppose que vous avez à peu près en tête à quoi ils pouvaient ressembler. Enfin, ça se dit dans le nom. Donc voilà, le fait de la guerre et le fait d'être défigurés, en soi, c'est par leur travail. C'était au travail, quoi, qui ont eu ça. Et après, même dans des cas beaucoup moins extrêmes, oui, il y en a après. On peut trouver à toutes les nuances. Oui, des infirmités, ou même le fait de plus. Après, que ce soit. En plus, en fait, dans tous les cas, on peut être abîmé par son travail, que ce soit au niveau physique ou psychologique même. Même c'est compliqué dans la société actuelle de ne pas être abîmé par son travail. Ouais. C'est ça, parce que. Après, parce que justement. Parce que si on va sur toutes les théories du travail, etc., c'est censé représenter aussi une part de l'être, d'une façon. Où l'individu se réalise par son travail. Donc forcément, peut-être qu'il y perd un peu de lui-même aussi dans le travail. Donc, il se donne tellement qu'il y a une usure qui se fait. Mais... Oui et non. Il y a une partie de la dévotion et de l'engagement, et il y a aussi une autre partie, juste la galère de la vie, quoi. Quand tu passes des heures debout à faire des métiers à la con, au bout d'un moment, t'as plus de dos, Ouais, c'est vrai. Il y a des métiers qui sont... En fait, on peut trouver les extrêmes dans tout, parce qu'il y en a, c'est parce qu'ils sont debout tout le temps, etc. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont assis tout le temps. Il y en a parce qu'ils font toujours les mêmes mouvements, etc. Donc, c'est fou, en fait. C'est vraiment, on peut être usé. Le corps n'est pas fait pour faire une seule chose. Voilà. C'est des mouvements répétés. Et justement, là on prend des exemples extrêmes, c'est juste pour illustrer. Mais il y a aussi, donc, ce que vous allez voir dans les photos, justement, voilà, les ravages que peuvent faire, en fait, là, c'est dans la production du cuir. Donc dans tous les pays asiatiques, etc., où ils produisent le cuir, donc dans les tanneries. Et en fait, là, ils vont avoir vraiment des infirmités,
et vraiment une dégradation du corps parce qu'ils sont en contact tout le temps avec des produits chimiques. Ils n'ont pas de... Donc si vous allez voir dans les autres photos, justement, Océane m'avait fait la remarque, elle pensait que c'était une maladie, le vitiligo. Et en fait, non, pas du tout. C'est des personnes qui ont été, abrasées, par les produits chimiques. Ouais. Donc vraiment, là, c'est vraiment, on va dire, une vision extrême de à quel point le travail peut impacter le corps. Il y a une photo, même où, si vous regardez bien, l'enfant, la personne, elle est aveugle en fait. Donc voilà, c'est parce que il respire des vapeurs. Voilà, il respire. Toxiques, ça monte dans le cerveau, ça dégrade tout. C'est vraiment, c'est ça. C'est qu'il y a des reportages très intéressants là-dessus qui montrent qu'en fait les conditions, ils ont des conditions de travail extrêmes, etc. Et que voilà, ça leur a fait des dégradations cognitives, tous les neurones, même par rapport aux poumons. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. Et c'est cette idée que je trouvais qu'avec Héphaïstos, même si ce n'est pas forcément selon l'interprétation qu'on fait du mythe, mais cette idée que certains théoriciens avaient était intéressante dans le fait où le travail, en fait, c'est ça qui va dégrader l'homme. Donc, après, d'un autre point de vue, Héphaïstos, même s'il était apparemment du coup très laid, boiteux, etc., on peut quand même garder en mémoire que déjà il a créé des choses magnifiques pour tout le monde et que tous les Olympiens étaient très contents d'avoir sa participation. Et ensuite qu'il est quand même marié avec la déesse de l'amour. Ouais. Donc la beauté ne fait pas tout. Ouais. C'est ça. Là, après justement, c'est qu'on l'a jugé. En fait, sa mère l'a jugé un peu trop rapidement. Ah, clairement. Et je pense que c'est un bébé. Voilà. Et c'est ça. Et je pense que ça c'est l'impact. C'est le message à retenir. De toute façon, on n'a pas jugé sur le physique. Voilà. Il y a bien plus que ce qu'on voit là d'un coup, et puis donc faut pas juger en fait aussi rapidement surtout ces enfants quoi. Déjà les gens en général, mais votre enfant il vient de naître, je sais pas quelle relation vous avez, mais c'est quand même un peu chaud quoi. Je sais qu'ils sont pas toujours très beaux les bébés. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'à la naissance, c'est pas toujours tip-top. Mais quand même. Ça peut s'améliorer après. Voilà. Et puis, si ça s'améliore pas, c'est pas grave, c'est ton gosse quand même. Donc voilà. Donc bon, je pense que ça vous va. À part si mon petit copain là, il a envie de revenir. Juste un truc auquel je pensais encore par rapport du coup à notre époque actuelle, en rapport avec la beauté. L'importance du coup de la beauté dans la vie, c'est en gros un livre qui du coup faisait la comparaison avec les différentes époques, qui montrait donc il y a plusieurs siècles que une personne qui n'était pas très jolie pouvait très facilement trouver un mari, avoir une ferme, avoir une vie, travailler, et que son physique ne lui pose aucun problème. Que après, je sais pas, je suis très nulle en histoire et très nulle en date. Donc mon estimation va être vraiment pourrie, mais peut-être, je sais pas, au XXe siècle. Les femmes qui, du coup, se mariaient, mais ils faisaient quand même un mariage. Et après, ça se faisait pas trop de divorcer. Donc, une fois que le mariage était passé, elles se laissaient un peu aller physiquement. Il fallait juste qu'elle soit belle avant, le temps de trouver un mari. Après, hop, mégère au foyer. Et son mari la trompait, mais bref, elle était mariée, voilà, elle était casée. Après, il y a eu une époque intermédiaire où alors, avec la libération des couples et l'approche du divorce, il faut rester beau pour être avec quelqu'un, pour mériter quelqu'un, tout en donc maintenant son apparence physique pour pas que l'autre aille voir ailleurs, pour pas que l'autre l'abandonne, et en même temps pour pouvoir essayer de trouver mieux aussi d'une certaine manière éventuellement. Et aujourd'hui, que c'est de pire en pire parce que notre apparence physique influe dans tout, pour trouver un job, et où on peut à plus aucun moment se reposer sur rien du tout. Et notre physique est un peu au centre de tout. C'est la première chose que les gens voient et qu'il y en a plein qui s'arrêtent là-dessus. Et que c'est super compliqué. Il faut être irréprochable tout le temps, même si on est déjà en couple, même si, parce que sinon les autres jugent, même si on cherche pas à être avec quelqu'un, il faut quand même être beau, même si... quels que soient nos choix, il faut correspondre à un idéal de société, sinon on se fait casser. Et ça peut amener, on va finir là-dessus je pense, à toute cette subjectivité de la beauté.
mais qu'il y a des auteurs, des philosophes et tout qui ont dit qu'il y avait quand même une sorte de beauté universelle. Donc ça, c'est toujours, il y a une dualité. Et j'espère que vous avez aimé, que vous avez eu d'autres pensées que certains. Apparemment, il y en a, ils ont été très, très motivés. Et je ne sais pas si on se reverra l'année prochaine. Et si c'est le cas, j'ai déjà mon sujet, je sais comment faire bannir la chaîne. Donc, j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, salut.